les femmes subissent des contraintes sociales fortes. Une femme bien élevée est une femme silencieuse. La citation de l'historienne Michel Perrault résume la place des femmes au XIXe siècle. Celles qui vivent dans le département de l'Hérault et qui posent ici pour le photographe n'échappent pas à cette règle. Dans une France rurale, on accorde un grand intérêt aux costumes traditionnels censés montrer un attachement à une authentique culture locale. Dans ces photographies de Biterroise, on nous montre un costume terne, sans originalité, à gauche, porté par la femme au travail, tandis qu'à droite, nous observons un costume porté par une femme plus jeune, destiné au jour de fête. Il faut toutefois se méfier de ces représentations qui ne peuvent être utilisées comme des illustrations véridiques du vêtement populaire à une époque où se forge le folklorisme. L'école inculque le modèle social dominant. Même dans une Troisième République qui, avec les lois de Jules Ferry, votées en 1881-1882, rendent l'école gratuite et laïque, l'instruction primaire obligatoire de 6 à 13 ans, le rôle des femmes dans la cité non seulement demeure assez réduit, mais il est fortement distingué de celui des hommes. En effet, les républicains, en cette fin de XIXe siècle, perpétuent la non-mixité. Ils sont ainsi en opposition avec les préconisations de Condorcet qui, dès 1791, défendait l'instruction en commun des deux sexes comme mesure démocratique. Il y avait dans les villes et les villages, comme ici à Capestan, l'école des filles qui était distincte de l'école des garçons. Dans ce cadre, l'alphabétisation progresse. Il s'agit d'un premier pas vers une forme d'émancipation. Toutefois, les femmes reçoivent des enseignements spécifiques avec par exemple l'apprentissage de la couture, car l'objectif est de former de bonnes épouses et de bonnes mères. La religion, et notamment la religion catholique, prédominante dans la France du XIXe siècle, légitime ce modèle social. La très grande partie de la population se plie aux rituels catholiques qui rythment la vie quotidienne. Les femmes s'investissent beaucoup dans les paroisses pour entretenir les églises, assurer la catéchèse, participer aux processions de rogation qui se passent dans les chemins de campagne au cours desquels l'on fait des prières pour bénir et protéger les cultures et notamment la vigne. Les femmes s'investissent beaucoup dans les œuvres de charité. N'oublions pas que, dans la France de cette époque, l'État n'aide guère les nécessiteux et nombre d'individus n'arrivent pas à vivre du seul produit de leur travail. Ils bénéficient de l'assistance des réseaux charitables, des églises ou de riches particuliers. Le territoire héroltais est quadrillé par des réseaux charitables. Par exemple, à Montpellier, il y a la Société alimentaire qui délivre tous les jours des rations de repas. La Société de charité maternelle a pour but de secourir les pauvres femmes en couche. Elle est exclusivement féminine et s'appuie sur ce qu'on appelle les dames de quartier. L'œuvre des Sœurs de la Miséricorde, l'œuvre de la Providence sont deux autres exemples. Dans l'Hérault, on trouve aussi les confréries de pénitents blancs. Ce sont des communautés de prière et d'entraide. Leurs actions charitables annoncent les mutuelles de santé de notre époque. La photographie montre ici la danse des treilles à Valros. Les femmes silencieuses et souvent dans l'ombre surgissent ici dans des activités festives qui ponctuent la vie des villages languedociens. Accompagnée par les tambours et les fifres, cette danse fait partie des principales danses publiques. Les danseurs et danseuses, conduits par un chef de chœur, passent et repassent sous des cerceaux et des guirlandes garnies dont les courbes imitent les treilles. L'importance de la vigne dans la culture populaire ressort bien dans ce type de manifestation. L'éternel féminin. C'est parfois donc dans ces rares moments de loisir que constituent les danses que les femmes pouvaient rencontrer leur futur époux. La vocation entre guillemets naturelle de la femme édictée à l'époque est focalisée sur la maternité. En 1904, écoutons ce que dit le bâtonnier des avocats de la principale ville de l'Hérault devant l'association des amis de l'université de Montpellier pour légitimer l'éternel féminin. Nous voyez-vous, explique-t-il à l'auditoire, nous, les hommes, grossiers de forme ou simplement maladroits, donnant à l'être que vous venez de mettre au monde
les soins minutieux que réclame une frêle existence. Et puis, si femme et mari se consacrent tous deux à ces mêmes nécessités, qui donc apportera au foyer ce que réclament les soins, la nourriture de tous et le développement de la famille. Les tâches ménagères constituent une autre fonction attribuée aux femmes. De nombreuses photographies les montrent en train, en particulier, de laver le linge de la famille. À ce propos, on parle des lavandières, un mot et une tâche oubliés aujourd'hui. Le linge était alors lavé essentiellement avec des cendres, puis à la main ou au battoir, dans un cours d'eau ou un lavoir. De ci, de là, au hasard des promenades dans les villages, on peut découvrir encore aujourd'hui quelques lavoirs, souvent à l'abandon. Cette carte postale montre que le Lèze, un fleuve qui prend sa source à Saint-Clément-de-Rivière et traverse Castelnau et Montpellier avant de déboucher dans la Méditerranée, était un lieu de prédilection pour les lavandières. Il s'agissait aussi d'un espace de sociabilité pour la gente féminine qui se rencontrait et conversait en battant le linge. La cuisine demeure un autre domaine de prédilection. Que ce soit dans son foyer ou dans les restaurants, les femmes sont majoritaires derrière les fourneaux. La présence donc dans les marchés découle là aussi des tâches confiées aux femmes. On les voit très nombreuses dans ces lieux clos ou ouverts où des artisans spécialisés cohabitent avec les paysans qui apportent leurs récoltes. Parfois, ils se regroupaient dans des halles aménagées, comme c'est le cas ici à Lamalou ou encore ici à Béziers. Les femmes occupent aussi des activités professionnelles complémentaires, notamment dans les hauts-cantons, où les saisons sont rudes. Deux exemples sont donnés ici. La fabrication des paniers en osier à Lamalou-les-Bains, et également, on voit la fileuse en capette à la Salvetat-sur-Agout. On voit ici une fileuse avec une machine très rudimentaire, certainement appelée le brissaou, et la travailleuse est protégée par une cape. Le cadre juridique protecteur sera mis en place tardivement dans la société industrielle naissante. L'essor de la société industrielle pousse des paysans à quitter la campagne pour la ville. Des usines fleurissent et avec elles, on perçoit une division entre guillemets naturelle du travail. On utilise la force physique des hommes d'une part et d'autre part, les tâches confiées aux femmes font appel à leur adresse, à leur agilité, à leur patience et à leur docilité. Toutefois, le travail féminin à l'extérieur du domicile est mal vu. Certains ouvriers y voient une concurrence pour leur propre emploi. D'autres s'inquiètent de la promiscuité entre les hommes et les femmes au sein des usines. Des médecins considèrent que le travail industriel n'est guère favorable à la grossesse, à l'allaitement des enfants. Il faut attendre les lois du 19 mai 1874 et surtout du 2 novembre 1892 pour observer l'émergence d'une réglementation protectrice du travail des femmes et des enfants. Elle concerne le temps de travail et la loi de 1892 limite la journée à 11 heures avec pour objectif de la limiter en 1894 à 10h30 puis 2 ans plus tard à 10 heures. Des restrictions par rapport au poids de charge sont également fixées, c'est ce que l'on peut voir dans les différentes diapositives que vous avez sous les yeux. Des métiers interdits comme ceux des mines, des carrières, figurent également dans la loi. On précise que dans les établissements insalubres ou dangereux, les filles et les femmes précisées à la loi ne peuvent être admises également dans les travaux souterrains des mines et carrières. Le cadre juridique que nous venons de résumer est en réalité peu appliqué. En 1900, 8 ans après le vote du texte protecteur, le temps de travail journalier n'a toujours pas changé et le législateur explique qu'il va se donner encore du temps. Dès 1893, le ministère du Commerce et de l'Industrie considérait, je cite, que les dispositions de ce décret ne répondaient pas sur tous les points aux intentions qui les avaient fait édicter et que plusieurs d'entre elles étaient absolument inutilisables par les industriels en vue desquels elles avaient été établies. En lisant ces quelques lignes, nous voyons le poids des groupes de pression. De nombreuses dérogations à l'interdiction du travail de nuit sont prévues.
dans les domaines de la broderie, de la confection des chapeaux, de la fourrure, des pâtes alimentaires, des biscuits, de la bijouterie, de la fabrication des cahiers et des cartons. Et j'en oublie. On a l'impression que tous les secteurs professionnels employant majoritairement des femmes bénéficient de ces dérogations. On est face à une législation qui est régulièrement bafouée. On le voit très bien à travers un exemple. En 1907, si quelques avancées paraissent enfin concrètes, cela n'empêche pas les comportements délictueux. Dans une lettre envoyée au préfet de l'Hérault, on peut lire « Malgré les arrêtés pris contre le travail de nuit dans les ateliers de jeunes filles, Madame B, modiste, rue de l'Aiguillerie à Montpellier, fait travailler ses ouvrières tous les jours de 8h à 8h du soir dans un atelier qui est plutôt une cave où il faut du gaz toute la journée et ne leur accorde qu'une heure à midi. Cette dame se vante que jamais elle ne sera prise parce qu'elle est bien avec la police. Ces ouvriers ne peuvent se plaindre parce qu'elle leur porterait tort, précise le courrier. Dans notre département, l'industrie est quelque peu réduite. Elle est même très localisée. À l'époque donc qui nous intéresse, les femmes sont présentes dans des rares secteurs industriels, principalement dans le textile. Les communes de Bédarieux, de Saint-Chinian, de Lodève et de Ganges disposent des usines qui emploient une importante main-d'œuvre féminine. Nous le voyons très bien à travers la carte postale des filatures de soie dans le secteur de Ganges. L'archive suivante évoque une filature de tissage de Montferrier et elle dévoile que 80% du personnel est féminin. Les fabriques de draps, comme ici les établissements Tesserink dans le Lot-des-Voix, jouent également un rôle central dans l'économie régionale, avec là encore une prééminence des ouvrières. La vannerie Chanson à Lunel est un autre exemple éloquent d'une industrie aujourd'hui oubliée qui était basée sur un personnel quasi exclusivement féminin. Les magasins alimentaires nous apportent un autre exemple intéressant. Nous sommes, comme tout le monde le sait, un département essentiellement agricole. Dans l'Hérault, la plupart des gens donc travaillent la terre. Les machines ne sont guère abondantes dans les champs à cette époque. La terre monopolise une main-d'œuvre très importante. Le principal secteur d'activité qui emploie cette main-d'œuvre est bien sûr la viticulture. Longtemps bridée par les autorités sous l'Ancien Régime, à cause de l'obsession de la disette des grains, la tendance à l'augmentation du vignoble joue pleinement à l'époque de la domination du duc d'Orléans. L'économie languedocienne assiste à la retraite de la draperie devant la vigne. Elle réclame une forte main-d'œuvre et offre une meilleure rémunération. L'organisation des marchés agricoles nationaux fait que le Midi peut s'approvisionner en blé au niveau national et même international. Pourtant, l'élément crucial pour comprendre la formidable croissance de la viticulture sera l'irruption du chemin de fer. Il réalise une véritable révolution des transports. Entre 1850 et 1870, les principales lignes du réseau ferré du Languedoc et du Roussillon sont conçues. Désormais, le vin et les autres denrées alimentaires peuvent circuler à moindre frais sur tout le territoire. Tout ce qui peut être planté est transformé en vignoble et chacun s'enrichit grâce aux bénéfices extraordinaires liés à la vente du vin. La première phase de prospérité correspond à une viticulture dominante malgré tout artisanale. L'euphorie décrite ici ne dure pas. En 1867, l'attaque d'un puceron originaire d'Amérique, le Phylloxera vastarix, anéantit en quelques années le vignoble méridional. La crise est très ressentie dans le Gard et à proximité de Montpellier. Le Biterrois, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ne sont touchés qu'au moment de la découverte du produit susceptible de contrecarrer l'avancée du parasite. Le fléau a causé une grave crise chez les petits et moyens viticulteurs. À l'absence totale d'organismes de crédit, ils ne peuvent replanter de nouvelles vignes. En effet, celles-ci, exceptionnellement fragilisées, nécessitent plus d'entretien et donc davantage de frais. Après la crise, nous entrons dans une autre ère, dominée par les grands propriétaires issus de la bourgeoisie d'affaires alliés avec la noblesse d'Ancien Régime. Elles investissent
dans la viticulture en donnant naissance à une culture industrielle. Parmi tous les secteurs, le biterrois est le grand bénéficiaire de la période. Pour saisir ce que signifie le fait d'entrer dans une ère industrielle, prenons un seul exemple. Le domaine de Sériège à Cruzy. Il se trouve à 2 pas du département de l'Aude et s'étend sur 354 hectares d'un seul tenant. Et parmi ces 354 hectares, 250 sont plantés en vigne, ce qui équivaut à une récolte annuelle de 15 à 20 000 hectolitres. Une telle superficie implique d'employer des centaines de travailleurs de la terre qui sont aussi des travailleuses. Il y a une telle demande de bras que l'apport des étrangers est souvent bienvenu. Quand l'on parle des étrangers, on pense à Languedoc ainsi qu'en Roussillon, essentiellement à 2 types de travailleurs. Ce que l'on appelle d'abord les gavaches, on parle aussi de gavots, ce sont les paysans venus des Hautes-Cévennes ou de la Lozère. Bref, il s'agit des habitants des montagnes qui viennent travailler dans la plaine. En général, ils fuient la misère. Les Espagnols arrivent aussi dès les années 1880. En 1891, on comptait 20 000 Espagnols qui représentaient 90% des étrangers dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le sud-ouest de l'Hérault. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Espagnols étendent leur zone de migration. On observe une présence quotidienne des femmes dans les vignes. Pour caractériser la place des femmes dans ce secteur d'activité, on parle là encore d'omniprésence discrète. Elles sont indispensables à la bonne marche des opérations tout au long d'un travail annuel. Elles participent activement, par exemple, au procédé de greffage, c'est-à-dire l'action qui consiste à assimiler dans les tissus d'un plant de vigne un rameau d'une autre vigne afin de faire croître ce dernier. Le ramassage des sarments après la taille des vignes de l'hiver leur revient également. Sur la carte postale, on note leur présence près de la machine chargée de broyer les sarments. Bien sûr, dans la mère de vigne héraultaise, elle joue un rôle majeur dans la cueillette des raisins. On appelle ce moment clé les vendanges. Il s'agit ici d'un rituel immuable où toute la communauté locale, aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, se retrouvent. Pour bien comprendre le besoin énorme de main-d'œuvre que nécessitent donc les vendanges, il faut relever qu'environ un tiers des 600 000 hectares du département de l'Hérault sont plantés en vigne à la veille de la Première Guerre mondiale. Durant cette période, autour de la Première Guerre mondiale, on observe une invisibilité sociale qui perdure. Les lieux de sociabilité, notamment les nombreux cafés présents dans les villages, comptent une clientèle essentiellement masculine. Il y a une réprobation des autorités qui considèrent que seules les prostituées peuvent se retrouver dans de tels lieux de perdition. Ces espaces servent abondamment du vin à des hommes qui peuvent entamer des discussions souvent politiques. Là encore, on note une distinction aujourd'hui oubliée entre, d'un côté, le café des rouges et d'autre part, le café des blancs. Les rouges étant les républicains et les blancs étant les monarchistes. On ne se mélangeait guère à l'époque car les oppositions étaient frontales, étaient tranchées et parfois extrêmement violentes, notamment lors des réunions électorales. La femme n'a pas sa place également dans l'espace politique. Les élections sont réservées exclusivement aux hommes depuis l'instauration donc, du suffrage universel masculin en 1848. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les choses évoluent sur ce point. Alors que dès 1893, par exemple, la Nouvelle-Zélande ou encore en 1901, l'Australie avait adopté un suffrage universel permettant aux femmes de voter. Redonnons la parole pour comprendre cette mentalité excluant les femmes au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, qui, lors de la conférence prononcée devant l'Association des Amis de l'Université en 1904, expliquait. C'est maintenant aussi la politique qui vous tente, mesdames. Que Dieu vous en préserve. Vraiment, pour vous qui êtes les arbitres du goût, je ne comprends pas cette tendance. Depuis longtemps, le poète l'a dit, la politique, hélas, voilà notre misère, mes meilleurs ennemis me conseillent d'en faire. On note également que, à cette époque, les différences sociales sont très marquantes.
Les femmes issues de la noblesse ou de la grande bourgeoisie, donc des classes sociales qui ont bénéficié du second âge d'or de la vigne, en bâtissant de magnifiques châteaux autour de Béziers, pour symboliser cette réussite sociale, découvrent les loisirs. On parle alors de l'émergence d'une classe de loisirs, une classe qui va notamment investir les villes d'eau. L'ouest de l'Hérault et ses nombreuses stations thermales attirent ces catégories sociales aisées qui vont découvrir ce que l'on appelle alors le tourisme et apprécier le thermalisme comme ici à La Malou-les-Bains. Autour des années 1900, les milieux littéraires parisiens étaient très présents à La Malou-les-Bains. Alphonse Daudet et sa famille s'y rendent en cure. De nombreux poètes, écrivains de renom s'y retrouvent pour profiter du bon air dans cette station de moyenne montagne et de profiter bien sûr de cette ville d'eau pour soigner quelques maladies. Dans cette ville d'eau à la mode, tout comme dans la florissante ville de Béziers qui s'est enrichie grâce à la viticulture, mais également dans le chef-lieu montpelliérain, les saisons lyriques sont très appréciées. Le théâtre du Casino de la Malou, l'Opéra de Montpellier, le théâtre des Arènes à Béziers permettent à cette classe de loisirs de profiter de productions artistiques remarquables. Le mécène biterrois Fernand Castelbon de Bozoxt permet à cette ville d'être surnommée la Bayreuth française par la presse de la fin du XIXe siècle. Des artistes féminines, comme celle ici posant avec élégance pour le photographe, témoignent de l'attraction suscitée. Parmi les nombreuses manifestations, notons aussi des choses assez curieuses, comme ce concours de beauté ethnique à la Malou qui nous renseigne sur l'imaginaire colonialiste de l'époque. La Grande Guerre entraîne un changement majeur par rapport à la place des femmes dans la société. L'Héraultaise, comme toutes les autres femmes françaises, est appelée à se mobiliser durant la Première Guerre mondiale pour maintenir l'activité des campagnes, terminer les récoltes. C'est ce que exhorte le gouvernement à l'époque. Cet appel, lancé donc par le président du Conseil, leur explique « Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. L'homme étant parti au front, la femme doit sortir de son foyer pour sauver la patrie. Elle doit, comme on peut encore le lire ici, remplacer sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. » Dans l'Hérault, donc comme ailleurs, l'industrie et l'agriculture se féminisent énormément. Désormais, on leur demande d'être présentes dans tous les secteurs d'activité. On a ici l'exemple d'une usine de matériel de guerre qui emploie du côté de Béziers majoritairement des femmes appartenant donc à la classe ouvrière de la ville ainsi que des réfugiés belges et du nord de la France. Bien sûr, ce dernier dessin nous montre que la femme est également très présente dans le travail des champs. Elle supplée les maris et parfois les enfants qui sont également tombés au champ d'honneur. En conclusion, on peut dire que la Première Guerre mondiale constitue un tournant majeur, mais il faudra encore attendre de nombreuses années pour observer de notables avancées par rapport à la place des femmes dans la société. On le voit aujourd'hui, le combat en faveur de l'égalité n'est pas encore gagné.